Chers entrepreneurs, écoutez attentivement. Nous parlons de cession et acquisition d'entreprises. Trop d'entrepreneurs trébuchent sur la dernière marche, la négociation. C'est crève-cœur et franchement, c'est évitable. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de stratégie. Je vais vous donner les tactiques réelles et actionnables. Soyez attentifs, prenez des notes et préparez-vous à passer à l'action. Écoutez, la chose la plus décisive que vous puissiez faire en tant que vendeur est de créer une concurrence authentique et palpable. Vous voulez que les acheteurs potentiels ressentent une certaine pression, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas les seuls en lice. Il ne s'agit pas d'être arrogant, il s'agit de faire des affaires intelligemment. Orchestrer une situation où plusieurs candidats rivalisent pour votre entreprise. Cela implique de lancer un processus structuré et professionnel. Commencez par un teaser convaincant. Puis, ouvrez une data room bien organisée. Tout ce dispositif vise à cultiver un sentiment d'urgence et de rareté. S'ils pensent ne pouvoir temporiser, ils le feront. S'ils perçoivent votre offre comme étant limitée dans le temps, ils agiront. Un peu de mystère est souvent très efficace. Informer simplement les acheteurs potentiels de l'existence d'autres discussions actives suffit. Un acheteur conscient de la concurrence sera moins enclin à se montrer intraitable. Ils se concentreront sur l'obtention du trophée, votre entreprise. Un acquéreur dans un processus concurrentiel est un acquéreur qui se discipline. C'est vous qui gardez le contrôle. Dans toute négociation, l'information est synonyme de pouvoir. En tant que vendeur, maîtrisez le flux d'informations pour conserver l'avantage. Ne dévoilez pas toutes vos cartes dès le début. Divulguez les informations sensibles au moment opportun, après un NDA signé. Protégez votre actif et votre position de négociation. Soyez précis, mais évitez une transparence excessive. Répondez aux questions, mais ne fournissez pas d'informations non sollicitées. Maintenez une certaine ambiguïté stratégique. Ne laissez jamais percevoir que vous êtes pressé de vendre. S'ils pensent que vous êtes contraint de vendre, votre pouvoir de négociation s'évapore. Le premier à annoncer un prix est souvent perdant. Évitez d'ancrer la valorisation trop tôt. Laissez-les faire leur analyse et venir à vous avec leur perception. Guidez leur perception vers le haut. La patience et le contrôle de l'information sont essentiels. Jouez sur la durée pour maximiser votre résultat. Les acheteurs, surtout les plus chevronnés, n'acquièrent pas seulement les performances passées de votre entreprise. Ils investissent surtout dans son potentiel futur. Votre rôle est de brosser un tableau vivant et crédible de cet avenir, en leur faisant entrevoir une valeur bien supérieure à ce qui transparaît immédiatement au bilan. Vous devez méticuleusement mettre en lumière toutes les pistes de croissance encore inexploitées. Y a-t-il de nouvelles gammes de produits ou services que vous avez conceptualisés mais pas encore lancés? Des marchés géographiques mûrs pour l'expansion? Une transformation numérique en attente, capable de débloquer de nouvelles efficacités ou d'atteindre de nouvelles clientèles? Ce sont ces perspectives qui stimulent les acquéreurs et font grimper les valorisations. Ne vous contentez pas de les mentionner. Étayez-les par des faits lorsque c'est possible. Au-delà des nouvelles initiatives, insistez sur les actifs intrinsèques, souvent moins tangibles, la force et la loyauté de votre équipe, capital humain, la stabilité des revenus récurrents ou toute barrière à l'entrée significative dans votre secteur qui protège votre positionnement sur le marché. Ces éléments réduisent le risque perçu par l'acheteur et justifient une prime. Cependant, la clé est d'illustrer ce potentiel avec des données concrètes et des projections solidement argumentées, sans le présenter comme une certitude absolue. Vous vendez une opportunité, le schéma directeur d'une réussite future qu'ils pourront bâtir sur vos fondations. N'oubliez jamais qu'un acheteur paie toujours pour son propre rêve, sa vision de ce qu'il peut construire à partir de ce que vous avez créé, et pas seulement pour les réalisations passées du vendeur. Rendez ce rêve irrésistible. Bien, abordons maintenant le sujet majeur, le prix. Tout le monde se focalise sur le chiffre principal, ce montant global et attractif. Mais la vérité est que le prix peut souvent être une illusion. La véritable ingéniosité, le véritable art, réside dans les modalités de la transaction. Votre objectif est de maintenir un prix facial élevé, le chiffre qui impressionne, tout en gérant le risque de l'acheteur et le vôtre grâce à une structuration intelligente. C'est ainsi que vous comblez les écarts de valorisation et que vous faites aboutir des transactions qui, autrement, pourraient échouer face à une exigence de paiement initial unique et massif en numéraire. Pensez à décomposer la contrepartie totale en plusieurs composantes, et non en une simple somme forfaitaire.
Une part significative peut certes être payée en numéraire à la clôture, mais vous pouvez ensuite intégrer des éléments tels qu'un complément de prix ou earn-out si l'entreprise atteint certains objectifs de performance convenus post-acquisition. Envisagez un financement vendeur, un crédit vendeur ou vendor loan, par lequel vous prêtez essentiellement une partie du prix de vente à l'acheteur, démontrant ainsi votre confiance dans l'avenir de l'entreprise. Et, bien entendu, des clauses de garantie et d'indemnisation solides jouent un rôle crucial dans la répartition des risques. Cette approche à plusieurs niveaux permet à l'acheteur d'accepter une valorisation globale plus élevée, car son risque est échelonné et souvent conditionné à la réussite future. Fondamentalement, cela déplace la discussion du prix facial, un terrain sur lequel les acheteurs tentent souvent de vous faire céder. La réalité, c'est que le prix affiché n'est que le point de départ. Vous avez déjà entendu l'expression « poker face » qui vise à maîtriser une posture personnelle de négociation. Votre comportement personnel et votre posture psychologique durant cette danse qu'est le M&A sont tout aussi critiques que les tableaux financiers. En tant que vendeur, vous devez projeter une aura de calme confiance et, de manière cruciale, montrer que vous avez des options et du temps, même si, au fond de vous, vous ressentez la pression. Vous devez faire comprendre que vous n'avez pas la pression de vendre et que la vente ne se fera que si les conditions sont favorables. Il ne s'agit pas d'arrogance, il s'agit de préserver votre levier de négociation. Le moindre soupçon de désespoir, le moindre signe que vous êtes pressé, et vous venez d'offrir à l'acheteur un avantage considérable. Il l'utilisera pour éroder votre prix et vos conditions. C'est là qu'avoir un conseiller ou un intermédiaire, un professionnel aguerri du M&A, devient inestimable. Il peut agir comme votre tampon, votre méchant flic si nécessaire. Il peut transmettre les messages difficiles, les refus, vous permettant, à vous le vendeur, de maintenir une relation plus détachée, stratégique et même cordiale avec l'acheteur potentiel. Vous voulez rester chaleureux et accessible, démontrant que vous êtes raisonnable, mais simultanément distant et serein, montrant que vous ne vous laisserez pas manœuvrer. Le message sous-jacent doit toujours être « Si vous ne faites pas une offre adéquate, cela ne pose aucun problème. Entre-temps, je continuerai à développer cette fantastique entreprise. » Cette force tranquille peut modifier de manière significative la dynamique du pouvoir en votre faveur, vous assurant de négocier depuis une position de force et non de supplication. La période de la due diligence ou l'audit pré-acquisition est cruciale. Cette période où l'acheteur peut jeter un œil sous le capot, sonder le terrain et examiner minutieusement chaque recoin de votre entreprise. Bien qu'essentielle, elle peut aussi devenir un champ de mine si elle n'est pas gérée de manière rigoureuse. Une due diligence non maîtrisée peut se transformer en une pêche aux informations, un moyen pour les acheteurs de dénicher des problèmes mineurs et de les utiliser ensuite comme levier pour renégocier le prix à la baisse ou pour retarder délibérément le processus de clôture. Vous ne pouvez absolument pas laisser cela se produire. Votre défense consiste à encadrer, à structurer et à contrôler le processus dès le départ. C'est non négociable. Avant même qu'il ne commence, vous devez convenir d'un délai strictement limité pour leur investigation. 30 jours, 60 jours, ce qui est raisonnable pour la taille de votre entreprise, mais fixez une échéance ferme. Définissez clairement le périmètre de leur examen à l'avance. Ce qui est inclus, ce qui est exclu. Ne leur permettez pas de s'égarer sur des sujets annexes ou de formuler des demandes interminables et ouvertes. Mettez en place un processus formalisé de questions à réponse, Q&A, idéalement via votre conseiller. Cela crée une trace documentée et évite le scénario de l'usure progressive où il ne cesse de creuser et de questionner, espérant vous épuiser ou trouver un prétexte. Rappelez-vous, pour certains acheteurs, la due diligence n'est pas seulement une vérification. C'est une opportunité tactique de renégocier. Ne leur offrez pas ce levier sur un plateau d'argent. Restez ferme, restez organisé. Ayez toujours un plan B, et C et D, le pouvoir des options. C'est un principe fondamental dans toute négociation à fort enjeu et il est d'une importance capitale en M&A. Ne vous laissez jamais, au grand jamais, acculer avec une seule option. Vous devez toujours cultiver et préserver une stratégie de sortie viable, ou du moins l'apparence crédible d'une telle stratégie. Même si vous avez un acheteur principal qui semble être le bon, vous devriez, en parallèle, continuer à explorer discrètement d'autres pistes. Cela pourrait signifier maintenir des canaux de communication ouverts avec d'autres acquéreurs potentiels, même s'ils paraissent au moins probables. Cela pourrait aussi vouloir dire travailler activement sur des initiatives de croissance stratégique
qui rendraient votre entreprise encore plus précieuse si aucune transaction ne se concrétisait. Le pouvoir que cela vous confère est immense. Cela renforce votre détermination et votre crédibilité lorsque vous opposez une fin de non-recevoir à des demandes déraisonnables ou à des offres au rabais. Votre capacité à dire sincèrement, ou du moins à laisser entendre de manière convaincante « Nous avons d'autres projets et opportunités passionnants que nous poursuivons si nous ne parvenons pas à un accord mutuellement acceptable ici » change radicalement la donne. Même si l'acheteur actuel est, en réalité, votre prospect le plus qualifié, ou peut-être le seul vraiment sérieux à ce moment précis, il ne doit pas en être absolument certain. Dès l'instant où il croit être votre unique recours, votre levier de négociation s'effondre. Maintenir l'ambiguïté sur vos alternatives les incite à rester corrects et motivés à présenter leur meilleure offre. Et voilà, je viens de vous présenter cette stratégie percutante pour exceller dans vos négociations M&A. L'information sans action ne vaut rien. Appliquez ces conseils sur le terrain. Tenez bon, jouez avec intelligence et patience. Vendre votre entreprise est crucial. Ne laissez pas l'argent sur la table. Vendez pour sa valeur réelle. Ces tactiques fonctionnent. Soyez proactif, stratégique, tenace. Vous avez bâti quelque chose d'extraordinaire. Allez sur le terrain et vendez-le. Cessez de chercher des excuses. Prenez le contrôle et faites-en une victoire. Si cela vous a interpellé, likez, abonnez-vous, partagez. Allez-y et faites en sorte que cela se produise. Les ressources sont là, la feuille de route est claire. Le reste, cela ne dépend que de vous. Maintenant, allez chercher ce qui vous revient. Pas de regrets, seulement des résultats. C'est ça, le mantra fondamental.